Monsieur le Président, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et grades et qualités, nous voici réunis dans cet hémicycle, le cœur de notre démocratie, pour honorer la mémoire des victimes de génocide qui, à ce jour, sont officiellement reconnues par l'État belge. Un rendez-vous annuel extrêmement important, à mes yeux, avant toute chose, pour les victimes et pour leur descendance. Raison pour laquelle je mets un point d'honneur, en effet, Monsieur le Président, à mobiliser mon énergie pour qu'il soit pérennisé. Et cette journée nationale de commémoration que j'ai eu l'honneur de proposer à la Chambre et qui, depuis son adoption en séance plénière, rassemble chaque année des représentants de notre société. Elle a pour vertu de raviver notre devoir de mémoire, de transmettre les leçons du passé, d'agir, autant se faire que peut, pour prévenir la survenance de ces tragédies. Le terme de génocide, tel qu'il a été défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, fait référence aux actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cette définition, bien que précise, est souvent source de débats aujourd'hui et de controverses, car elle met en lumière une vérité difficile. Le génocide n'est pas qu'un épisode du passé. Il est une menace, toujours présente. Mais l'intention qui le sous-tend est évidemment complexe à déterminer. Mesdames et messieurs, nous commémorons aujourd'hui les victimes de la Shoah, celles du génocide des Arméniens, des Assyriens, des Grecs pontiques, les victimes des crimes des Khmers rouges, du massacre de Srebrenica et du génocide des Tutsis au Rwanda, génocide dont nous commémorons le 30e anniversaire. Mais nous pensons également aux victimes de l'Holodomor et des crimes perpétrés contre les Yézidis, des événements dramatiques que notre Assemblée a reconnus en tant que génocide. Ces événements tragiques, très distincts dans leur contexte, partagent en réalité une même origine. L'intolérance absolue, la déshumanisation de l'autre et la haine institutionnalisée. Plus jamais ça, dit-on. Ces mots résonnent souvent, mais soyons sincères, sont-ils suffisants ? Dans l'actualité contemporaine, depuis les horreurs de la Shoah, d'autres génocides ont malheureusement été perpétrés. Le Rwanda, en 1994, a vu plus d'1 million de Tutsis assassinés en à peine 3 mois. Cette extermination planifiée et exécutée avec une brutalité sans nom reste l'un des échecs les plus cuisants de la communauté internationale. À cette époque, j'étais journaliste, reporter de guerre. Comment oublier le mois que j'ai passé au pays des 1000 collines? La haine orchestrée à l'époque par Radio-Télévision 1000 collines hante encore nos mémoires. Comment oublier la sauvagerie des bourreaux, annihilant toute forme d'humanité, les images déchirantes de détresse, le chaos inhumain, la peur dans tous les yeux croisés. Tout cela sous le regard impuissant des casques bleus des Nations Unies qui étaient présents sur place, dont 10 des nôtres y ont laissé la vie. Ces événements tragiques gravés en moi m'ont convaincu encore plus de l'importance de transmettre et d'agir. Mais que signifie se souvenir? Se souvenir, c'est refuser l'oubli, c'est honorer la mémoire des victimes, mais aussi comprendre les mécanismes qui peuvent mener au pire. Le génocide commence toujours par des mots, des discours de haine, des idéologies qui déshumanisent, des idées qui, je le déplore autant que j'en suis extrêmement préoccupé, trouvent une place de plus en plus importante aujourd'hui dans notre société actuelle. Ces idées, ces mots qui risquent de se transformer en actes, puis en tragédie collective. Le souvenir, c'est donc aussi une arme contre la banalisation de ces discours et une manière de préserver notre humanité. La transmission, elle est essentielle. Nous sommes les gardiens de cette mémoire, mais nous devons aussi en être les passeurs. Cette transmission commence par l'éducation. Les jeunes générations doivent comprendre ce qu'ont vécu les victimes et les survivants. Elles doivent connaître les signes avant-coureurs, apprendre à détecter les discours extrémistes et comprendre que la haine, sous toutes ses formes, est en réalité un poison. La prévention est le corollaire de la mémoire et de la transmission. Prévenir, c'est rester vigilant face à la montée des extrémismes, des idéologies racistes et antisémites, des discours de division. Les victoires des partis extrémistes qui se multiplient dans le monde d'aujourd'hui sont évidemment un signal d'alarme. La paix, la tolérance, le respect de l'autre ne sont jamais acquis, que du contraire.
Ils sont fragiles et précaires, ils doivent être défendus chaque jour par chacun d'entre nous. Permettez-moi de citer Elie Wiesel, rescapé de la Shoah et lauréat du prix Nobel. Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli. Nous avons une responsabilité collective donc pour que cet oubli ne survienne jamais. Car oublier, c'est ouvrir la porte à de nouvelles atrocités. Oublier, c'est permettre que la haine, la peur et l'ignorance reprennent le dessus. Et cette période marquant le 30e anniversaire du génocide des Tutsis, nous devons nous interroger, qu'avons-nous appris? Nous avons appris que la communauté internationale doit réagir rapidement, que le silence et l'inaction sont les complices des bourreaux, que les mécanismes de haine sont universels malheureusement, mais que leur prévention nécessite une réponse locale, adaptée et proactive. Nous avons appris surtout que chaque voix compte. Les survivants en témoignent, portent une lumière dans les ténèbres. Mais il est de notre devoir de relayer cette lumière. Comme le disait Churchill, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Mesdames et messieurs, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement pour bâtir un monde où les différences ne divisent pas, mais nous enrichissent, où la diversité est une force et non une menace, où les valeurs de tolérance, de respect et de dignité humaine ne sont pas de simples slogans, mais des principes vivants et ardemment défendus. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence, écrivait déjà le philosophe Averroès il y a près de 1000 ans. Alors, combattons l'ignorance, combattons la peur, combattons la haine, ensemble, éduquons, sensibilisons et agissons pour que ce flambeau de la mémoire reste vivant. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre engagement à toutes et tous et pour votre rôle en tant que passeur de mémoire là où vous serez. Que cette journée soit non seulement un moment de recueillement, mais aussi et surtout un appel à l'action dans un monde en pleine mutation où des conflits atroces s'éternisent et sèment l'effroi, certains dans la lumière médiatique, d'autres non. L'utopie, l'idéal doivent être nos guides pour que peut-être un jour nous puissions dire plus jamais ça. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette invitation à nous souvenir tous ensemble des victimes des génocides. C'est pour moi, en tant que représentante de Caserne de Saints, un grand honneur d'être ici, aujourd'hui, devant vous. Entre le 21 juillet 1942 et le 31 juillet 1944, 25 272 Juifs et 353 Tziganes ont été déportés de la caserne de Saints, alors un SS-Lager für Juden, donc un camp de rassemblement pour Juifs, presque exclusivement à Auschwitz-Birkenau. Ce camp de rassemblement établi dans la caserne de Saints à Malines constituait un maillon essentiel dans le Judéocide, en Belgique et dans le nord de la France. C'est un lieu où tous les droits humains de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants ont été bafoués. Dossin est entré dans l'histoire comme l'antichambre d'Auschwitz. 95% des déportés de la caserne de Saints n'ont pas survécu. L'extermination des Juifs et des Tziganes est sans aucun doute l'un des épisodes les plus inhumains et les plus horribles de l'histoire. Le chemin qui y a mené était pavé d'indifférence, de beaucoup d'antisémitisme, de haine et de beaucoup de manipulations idéologiques. Il s'est produit dans une de ces périodes où la démocratie s'affaiblit et vacille, une des périodes durant lesquelles on tolère l'intolérable. Les nouveaux détenus qui entraient dans le camp de rassemblement rentraient d'abord dans le bureau d'enregistrement du camp appelé l'Aufnahme, la réception. Là, sous le joug des SS, quelques jeunes femmes juives étaient obligées de rédiger les listes de déportation, de contrôler et de saisir les papiers d'identité
des personnes qui se présentaient devant leur bureau, de leur confisquer leurs biens, de les fouiller, de confisquer leurs effets, et enfin de leur donner un carton qu'elles devaient porter autour de leur cou et qui devenait désormais leur nouvelle identité. Un chiffre romain désignait le transport, un chiffre arabe désignait la place qu'ils devraient prendre dans le convoi ainsi que dans les chambrées à Malines. Et toute cette procédure se passait dans l'humiliation, les insultes, les mauvais traitements, la violence, les coups. L'Ofnam était vraiment le centre névralgique du camp de rassemblement. C'est là aussi que les collaborateurs de la Brüsseler Treuhandgesellschaft procédaient à des fouilles corporelles plus ou moins poussées pour s'emparer des derniers objets que les Juifs ou les Tziganes auraient pu dissimuler. Ces fouilles visaient évidemment les personnes susceptibles d'avoir caché des valeurs, des bijoux, des diamants dans leurs effets, mais aussi les rebelles, ceux qui n'acceptaient pas leur sort, les Juifs typés religieusement, et encore les femmes plutôt jeunes et plutôt jolies. La violence verbale ou physique se prolongeait à l'intérieur du camp, dans les chambrées, dans la cour, dans les ateliers, dans les cuisines, jusqu'à la gymnastique exténuatoire qu'on imposait aux détenus. Ces exactions devenaient le lot quotidien de chacun et faisaient partie de la banalité du camp. Une fois passés les portes de la caserne d'Ossin, les Juifs n'étaient plus considérés comme des êtres humains, mais comme les tenants d'une Gegenrasse, une anti-race, une race qui porterait dans son sang toutes les pires tares de l'humanité. La propagande antisémite ne se lassait d'ailleurs pas de les représenter depuis le XIXe siècle sous forme de monstres ou d'animaux, leur niant ainsi leur caractère d'être humain. Cette propagande haineuse et ces dessins assassins ont largement contribué au judéocide, grâce à des médias de plus en plus répandus et de plus en plus populaires. Hier, les cartes postales, les journaux et les affiches. Aujourd'hui, la télévision et les médias sociaux. Ces moyens de communication diffusent des fake news, des idéologies complotistes, des discours de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes ou autres. Ce faisant, ils minent les fondements de nos démocraties et séparent, voire opposent les identités plutôt que de les relier. Ainsi, les nazis déclenchaient une nouvelle guerre, la guerre raciale contre les Juifs et les Tziganes. Vers la fin de l'été ou le début de l'automne 1941, ils passaient de la propagande de l'exclusion et de la discrimination à l'élimination systématique. Le temps du génocide était venu. Je vous propose de rapidement comparer les définitions juridiques et historiques de ce concept de génocide. Cette mise au point me semble indispensable car un mot a rarement été aussi utilisé pour tout et n'importe quoi, jusqu'à en être banalisé, vidé de sa substance. En 1944, un juriste juif polonais réfugié aux États-Unis, Raphaël Lemkin, inventait un mot pour désigner un crime qui n'existait pas, le terme génocide. Ce spécialiste du droit international s'intéressait déjà au génocide des Arméniens, mais c'est après la révélation de l'ampleur du massacre des Juifs et des Tziganes qu'il élaborera ce néologisme. Jusque-là, aucun terme n'existait pour désigner un crime sans nom, le meurtre de tous les membres d'un groupe humain. Ce terme a été écarté par le tribunal de Nuremberg qui lui a préféré le crime contre l'humanité, c'est-à-dire la persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Le fait génocidaire, dans son exceptionnalité, n'a pas été compris lors de ce procès. En 1948, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et son article 2 définit le génocide, donc, comme vous l'avez dit, comme le meurtre de membres du groupe, une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe,
la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, et le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre, ou des mesures visant à entraver la natalité à l'intérieur de ce groupe. Se pose ici une question assez importante qui est la question du chiffre. Éliminer en tout et en partie, c'est quoi en partie? À partir de quelle partie parle-t-on d'un génocide? D'autres historiens, dont je fais partie, se réfèrent à une autre définition historique qui se caractérise par 4 conditions. La première condition est la planification, l'intention et sa mise en application de faire disparaître un groupe humain de la surface de la Terre. La question ne se pose pas dans le résultat, mais bien dans l'intention. Et l'intention génocidaire est d'exterminer au sens étymologique du terme, c'est-à-dire éliminer jusqu'au dernier représentant de ce groupe. Il ne signifie pas laisser mourir, mais il signifie faire mourir. La mort n'est pas une conséquence de conditions de vie extrêmes, mais est un but en soi. La deuxième condition est la fermeture des frontières et empêcher l'émigration. Pour éliminer un groupe dans sa totalité, jusqu'au dernier, les génocidaires doivent empêcher les victimes de pouvoir s'enfuir. La troisième condition est que l'on tue pour être plus, pas pour avoir plus. Les génocidaires ne cherchent pas à agrandir un territoire dont ils sont déjà les maîtres, ni à s'accaparer des biens et des richesses des victimes. Bien sûr, si ça se présente, ils le feront. Mais ils pensent que, une fois qu'ils auront éliminé tous les membres du groupe qu'ils ont désignés comme des parasites, des cancrelats, des rats, enfin, et c'est la condition la plus importante, le génocide signifie l'annihilation de toute possibilité d'existence future d'une race considérée comme nuisible ou impure. Par conséquent, les victimes majoritaires d'un génocide, les cibles privilégiées, sont ceux qui portent le futur en eux, les femmes et les enfants. Himmler, le chef suprême de la SS, théorise lui-même cette grave décision de faire disparaître un peuple de la Terre. Il l'a décrit lui-même comme la tâche la plus difficile que ces SS ont eu à effectuer, parce qu'elle ne consistait pas uniquement à tuer ou à faire tuer des hommes juifs. Himmler lui-même insiste sur le fait qu'il était nécessaire, indispensable, d'assassiner systématiquement les femmes et les enfants. Cette vision nazie souligne la particularité du meurtre, son exceptionnalité, puisque le meurtre systématique de femmes et d'enfants est toujours vu comme un acte inhabituel et exceptionnel, même dans un contexte de guerre totale. Pour conclure, l'indifférence, l'approbation, la collaboration de beaucoup de gens ont permis que les génocides soient mis en œuvre. Selon nous, à Caserne d'Ossat, les discriminations, les violences, les massacres, les génocides ne peuvent être évités que par la diffusion de la culture, par la qualité de notre éducation, par la connaissance de l'histoire et par notre capacité développée à bâtir des ponts entre des identités multiples qui composent notre société. Caserne d'Ossat développe ainsi un éventail de projets éducatifs qui ciblent à la fois la jeunesse, mais également nos magistrats, nos policiers fédéraux, nos joueurs de football, afin de contribuer à combattre tout phénomène de haine qui se trouverait à la base de ce qui, dans son expression ultime, pourrait devenir un génocide. Il faut évidemment signaler et saluer les initiatives similaires d'autres institutions et organisations qui travaillent dans le même sens. Alors, je ne suis pas une historienne optimiste.
l'histoire ne donne pas de leçons. Elle ne nous évite pas de commettre des faits aussi répréhensibles, voire pires, que ceux commis par nos prédécesseurs. L'histoire nous sert à développer notre esprit critique et à nous permettre d'analyser notre présent. Connaître les mécanismes sous-jacents, en se référant par exemple aux théories du juriste Gregory Stanton, nous permet de déchiffrer les nouvelles, de vérifier leur véracité, de comprendre les motivations cachées de ceux qui les propagent, de les situer sur une échelle de dangerosité, de les déconstruire enfin pour mieux les combattre. Essayons ensemble de développer des dialogues, de poser notre petite pierre afin que les murs tombent et que les ponts se bâtissent, afin que chacun puisse, dans notre pays et ailleurs, bénéficier de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Reconnaissons à chacun sa qualité d'être humain tout en combattant l'obscurantisme. En un mot, agissons. Je vous remercie de votre attention.